Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell. Dans cette émission droite devant, j'ai le plaisir de recevoir Claire Touffet, rédactrice en chef adjointe au sein des émissions Lefebvre d'Allos. Claire, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci Lionel de ton invitation. Mais comme toujours, c'est un plaisir de te recevoir. Je précise que tu pilotes également le guide Services généraux et environnement de travail édité par les éditions législative, une entité du groupe Lefebvre d'Allos. Tiens, c'est l'occasion de rappeler ce qu'on peut trouver dans ce guide, Claire. Alors, dans le guide, on peut trouver des fiches pratiques, des modèles et tableaux sur les divers sujets qui peuvent intéresser les DET, le bail commercial, les contrats, les maîtrises de l'énergie, plein de sujets. Et également la lettre d'actualité mensuelle de 8 pages, où on a les fameux dossiers spéciaux. On aura l'occasion de parler d'un de ces dossiers un peu plus tard. On va en reparler, exactement. On va passer à notre actualité juridique et réglementaire. Au sommaire ce mois-ci, nous avons un point sur les accidents de travail des jeunes travailleurs. Le taux de sinistralité est encore important pour cette population qui nécessite une démarche de prévention spécifique, on le verra. Nous aborderons également le sujet des risques liés aux batteries électriques. Vous êtes nombreux à m'en parler et à vous en préoccuper. Un point également sur la fiscalité des flottes auto. Ça, c'est une joie renouvelée en permanence, avec notamment un durcissement du malus CO2, entre autres joyeusetés. Et enfin, nous ferons un point complet sur la solarisation et la végétalisation des toitures et des parkings. Il y a eu une intense production de textes d'application en fin d'année dernière et encore en ce début d'année qui sont venus préciser les contours de cette obligation. On démarre avec les accidents de travail des jeunes travailleurs. Combien de jeunes sont touchés chaque année, Claire, et quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette sinistralité importante quand même sur cette population ? Alors, les jeunes travailleurs, Lionel, ils sont souvent soumis à des accidents de travail graves ou mortels. En 2021, on relevait 37 accidents mortels de jeunes de moins de 25 ans. À la suite d'un accident du travail, sur les 696 accidents du travail mortels. C'est quand même assez important. Et plus de la moitié des salariés de moins de 25 ans ont cet accident de travail dans la première année à leur poste. D'accord. Donc, pourquoi une telle sinistralité ? Il y a des facteurs assez déterminants qui viennent d'expliquer malheureusement l'absence d'ancienneté sur le poste. Le fait que justement ils ne sont pas familiarisés avec leur nouvel environnement de travail, les organisations, les méthodes et outils déployés par l'entreprise. Ça vient contribuer à l'origine de l'accident du travail. Autre point, c'est vraiment une prévention insuffisante. La DARES a fait un focus en janvier 2024 sur l'exposition chimique et physique des sortants de la voie professionnelle. Et elle démontre qu'ils ont une multi-exposition à ces risques physiques et chimiques, donc des ports de charges lourdes, l'exposition à des agents chimiques dangereux, des gestes répétitifs. Et pour autant, en face, on voit qu'il y a un manque de formation et d'information à la santé et la sécurité au travail, parce qu'il y en a quand même 42% qui indiquent qu'ils n'ont pas de formation à la santé et la sécurité à leur prise de poste. Un manque de tutorat, 37% d'entre eux n'en ont pas. Et pour les équipements de protection individuelle, pour justement les protéger contre parler d'agents chimiques dangereux, serait-ce qu'avoir des équipements, des appareils respiratoires, etc. Et il y en a quand même 36% qui indiquent qu'ils n'ont pas de pays à leur disposition. Et c'est étonnant, il n'y a pas une obligation justement de prévention spécifique pour ces... Justement, Lionel, il y a vraiment une prévention spécifique pour les jeunes travailleurs. Dans le Code du travail, il y a des dispositions réglementaires pour les jeunes travailleurs. Il y a une interdiction de principe pour les jeunes de moins de 16 ans, sauf évidemment dérogation dans le cadre d'une formation professionnelle, d'un apprentissage. Pour les moins de 18 ans, il y a des travaux aussi réglementés avec des dérogations qui peuvent être accordées, mais c'est quand même très encadré. Et même en termes de stage, ça c'est aussi pour les stagiaires, les intérimaires et les CDD. C'est pas uniquement les stagiaires, pas que jeunes travailleurs, mais comme souvent les jeunes travailleurs sont dans des stages. Ils ont une formation renforcée à la santé et à la sécurité quand les activités qu'ils vont pratiquer à cette occasion comportent des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité. Même pour un stage. Même pour un stage, tout à fait. Et même de courte durée. De longue durée, de courte durée, de longue durée. Normalement, il y a une formation renforcée à la sécurité, justement pour qu'il n'y ait pas d'accident du travail qui soit provoqué par une méconnaissance des règles dans l'entreprise. C'est dans la période de début de période des stages ou des emplois que les risques sont les plus grands, les plus élevés. Tout à fait. Alors, il y a aussi un plan, je crois... Oui, mais le gouvernement s'est saisi c'est vraiment une priorité pour le gouvernement. Il y a un plan 2022-2025 contre les accidents graves et mortels. Et l'axe prioritaire, c'est justement pour ces jeunes et ces nouveaux embauchés
donc avec 3 engagements. C'est vraiment de mobiliser le cursus de formation pour renforcer la sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail. Donc, inclure cette formation à la santé et sécurité au travail dans les cursus, parce qu'il y a quand même des études aussi qui démontrent que les jeunes qui sont sensibilisés pendant leur formation professionnelle ont moins d'accidents du travail que ceux qui ne sont pas sensibilisés pendant leur formation professionnelle, ce qui est assez logique. Bien sûr. Il y a aussi des outils un peu méthodos qui sont à disposition. Dans ce plan, il y a la sensibilisation des jeunes aussi et les protéger sur le terrain. Il y a une expérimentation qui est prévue de faire un parcours d'accueil ou d'intégration des jeunes travailleurs à leur poste. Et en effet, le gouvernement a fait des mémentos spécifiques pour à la fois la destination des jeunes travailleurs, des employeurs et des organismes de formation pour les sensibiliser justement à cette intégration des jeunes travailleurs dans les entreprises. Pour l'employeur, c'est en mai 2023 qu'il y a eu ces mémentos. Et il y a une vraie volonté de rappeler qu'il faut faire une évaluation des risques par rapport aux activités qui vont être confiées aux jeunes travailleurs. Et on le disait, suivant cette exposition, les EPI, la formation qui sont nécessaires pour que tout se passe pour le mieux et éviter les accidents. Des fiches thématiques aussi. Des fiches thématiques, en fait, ça, c'est pas uniquement pour les jeunes travailleurs, mais c'est intéressant parce que c'est des cas particuliers où il va y avoir les causes, le déroulé de l'accident, qui est spécifique, et les moyens de prévention qui auraient pu mettre en place. Donc, c'est à partir de la base de données EPICA qui recense les accidents du travail. Et c'est ça, exactement. OK. Merci beaucoup, Claire. Tout autre sujet avec les batteries lithium-ion qui donnent quelques sueurs froides à de nombreux professionnels de la sécurité incendie, notamment. D'abord, un petit rappel sur ce qu'est une batterie lithium et pourquoi est-ce que c'est potentiellement dangereux, ces batteries. Alors, une batterie, c'est un système de stockage électrochimique qui permet de stocker de l'énergie sous forme chimique et qui va être restituée sous forme électrique. Pour les batteries lithium, on peut les retrouver, il y a plusieurs usages. Les vélos électriques, on y pense, dans les flottes de vélos ou les vélos que les personnes trottinettes... Ça se prête et dans les équipements de travail qui fonctionnent avec des batteries lithium. Donc c'est pour ça que les directeurs immobiliers et les DET peuvent être intéressés par cette problématique. Que ce soit pour les occupants ou pour les personnes de leur service qui pourraient utiliser de tels équipements, sachant qu'il y a des incidents qui existent qui sont recensés avec ces batteries lithium-ion. Pourquoi ? Parce que justement, le lithium, ça appartient à la famille des alcalins. Et il n'existe pas à l'état naturel. Et comme tous les alcalins, il est très réactif et il s'oxyde très rapidement. À l'eau et à l'air. Il est assez instable, donc c'est pour ça qu'il y a des risques associés et des mesures de prévention qu'on peut mettre en place par rapport à ces batteries. Alors justement, je crois que votre dossier du mois, il est consacré aux batteries, non ? Exactement, on a fait un dossier sur la prévention des risques des batteries lithium-ion. Donc vous voyez le lien, mais le lien sera aussi disponible en commentaire de cette vidéo, donc vous pouvez le télécharger gratuitement pour avoir tous les éléments sur les batteries lithium-ion. Oui, important, parce qu'il y a beaucoup de précisions qui sont données dans ce dossier. Quels sont d'ailleurs les risques exactement et comment est-ce qu'on peut les prévenir ? Est-ce que tu as des informations sur ça ? Bien sûr. Au niveau du risque électrique, en fait, c'est le fait qu'on puisse avoir un contact direct ou indirect avec les bornes de connectique de la batterie. En démontant la batterie, il peut se créer un arc lors des opérations de déconnexion de la batterie, la mise en court-circuit. Donc, ça peut avoir comme conséquence une électrisation, voire une électrocution, malheureusement, avec tout ce que ça peut impliquer, c'est-à-dire contraction musculaire, des brûlures internes, voire aller jusqu'au décès. Donc, c'est quand même un risque majeur. Un risque assez majeur. Un risque qui est un peu lié, c'est le risque incendie-explosion. Parce qu'en fait, du fait, comme je disais, c'est très réactif. Ça peut réagir avec l'humidité de l'air. Comme s'il y a des électrolytes, ça pourrait provoquer la formation d'atmosphères explosives et des débuts d'incendie. On a vu qu'il y avait des départs d'incendies imprévus. Avec des batteries lithium-ion. Lithium-ion, absolument. Autre risque qui est lié aussi au premier, mine de rien, le risque chimique sur la composition justement des cellules de ces batteries dans l'électrolyte. Donc s'il y a des fuites de ces batteries, il peut y avoir des inhalations, des ingestions, des contacts cutanés. Et dans ce cas-là, il faut absolument contacter le SAMU ou un centre antipoison pour savoir quoi faire et enlever les vêtements souillés avec des gants particuliers. D'accord. Et des risques qu'on pense un peu moins, mais qui sont quand même là, c'est des risques liés à la manutention, parce que les batteries lithium-ion peuvent avoir un certain poids, surtout sur des équipements de travail. Donc, ça peut provoquer des troubles musculo-squelettiques de fait de porter ces batteries
Oui, bien sûr, oui, de les manipuler. Et donc, des mesures de prévention. Les mesures de prévention, alors pour ce qui est du risque électrique, l'idée c'est la protection contre les surintensités. Oui. Donc pour ce faire, les conducteurs, on peut les isoler électriquement et les protéger mécaniquement. C'est simple, et des bornes isolantes pour éviter justement ces arcs ou ces courts-circuits avec ces batteries. Oui. Et c'est un peu du bon sens, c'est regarder l'état de la batterie, vérifier si elle est endommagée ou non, s'il y a une fuite, si elle est fissurée, pour voir cet endommagement. On peut quand même le voir, parce que je le disais, c'est souvent, évidemment, le plus souvent imprévu, voire spontané, mais on peut quand même détecter. Mais sur des chocs, si on voit une batterie qui a reçu un choc, parce que justement, on a tendance à un peu comme un chargeur. On prendra un chargeur de téléphone, un peu la manipuler de manière intempestive. On peut voir des choses. Enfin, ça ne va pas forcément être sûr à 100%, mais quand on le voit, en tout cas, pour pouvoir les mettre de côté, c'est pareil, c'est donc visuel, mais aussi à l'utilisation. C'est-à-dire qu'une batterie qui va chauffer anormalement ou alors qui va plus tenir la charge, il faut avoir un point d'alerte et se dire je la mets de côté parce que je pourrais avoir un problème avec cette batterie. Et donc, c'est vraiment ça, c'est les stocker vraiment à l'extérieur, à l'abri des intempéries quand même, parce qu'on a dit l'humidité, etc. Mais à l'écart des matériaux combustibles aussi, qui n'est pas justement une fuite et création d'atmosphère explosive comme on a pu le voir, et le mettre à côté d'un absorbant inerte au cas où il y aurait un départ, et puis ou alors même d'un dégagement de fumée de la batterie pour pouvoir la poser dans cet absorbant inerte. Oui, d'accord. Et surtout, au niveau des expositions, bien penser à les écarter de manière générale, pas forcément que celles qui sont endommagées, des sources de chaleur et pas des différences de température par des basses températures ou des grosses températures ou l'humidité. Oui. Donc, ça aussi, c'est presque du bon sens. Oui, c'est du bon sens, mais mine de rien, c'est bien de l'indiquer. Aujourd'hui, on a l'impression que ça tient et que c'est solide. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas quand même des accidents tous les jours, heureusement. Mais donc, tu disais qu'ils sont quand même recensés. Il y a eu 36 incidents depuis que ça a été recensé en 2022. Et c'était des incidents qui étaient vraiment dans le monde professionnel. Je ne parle pas d'incidents particuliers. Donc, il n'y en a pas tous les 4 matins non plus, mais il y en a quelques-uns. Donc, c'est vrai que si on veut, il y a quelques mesures pour essayer de les éviter. C'est bien. Et c'est vrai qu'il faut aussi regarder par rapport aux préconisations des fournisseurs, ne serait-ce que pour leur stockage ou pour l'utilisation. Bien. Et puis, sur la charge aussi, c'est un peu comme les véhicules électriques. Au niveau des batteries, pour la durée de vie des batteries, on indique de ne pas passer le 20-80. Là, c'est apparemment 50% ni au minimum ni au maximum. En termes de charge de batterie. Ah bon, d'accord. Ok, très bien. On retrouve tout ça dans le... Tout est dans le dossier spécial. Super. Merci Claire. Allez, on va passer maintenant à la fiscalité des flottes auto, avec là encore beaucoup d'évolutions. Alors, notamment, je le disais en introduction, s'agissant du malus CO2, cette taxe sur les émissions de CO2 qui est durcie, c'est ça ? Exactement. Pour accélérer le verdissement du parc automobile français, la loi de finances pour 2024, comme toutes les précédentes lois de finances, elle vient renforcer les taxes applicables aux véhicules du tourisme, les taxes. Et en effet, le premier, c'est la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, dite malus CO2, qui a été renforcée, puisqu'il y a une augmentation des tarifs planchers de départ du malus, puisque précédemment, il était déclenché à partir de 124 grammes par kilomètre en 2023. Et là, on passe à 118 grammes de CO2 par kilomètre. D'accord. Pour 2024. De 124 à 118. Exactement. On abaisse le seuil. Ça fait plusieurs années que le seuil est progressivement abaissé. Et donc, il est égal à 50 € pour ce seuil-là, et ça va jusqu'à 60 000 € lorsque le véhicule émet 193 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, c'est dissuasif. Contre précédemment 50 000 € l'an dernier, et pour 225 grammes par kilomètre. D'accord. On augmente le tarif et on abaisse les seuils. Ok. Voilà, il faut suivre, il faut bien avoir en tout cas ces chiffres en tête, c'est ça surtout. Oui, c'est suivant de toute façon c'est progressif, donc on voit bien suivant, c'est lors de la première, avec l'immatriculation, lors de la première mise en circulation du véhicule, mais ça a quand même un impact fort en termes de budget. Et ces mesures, elles sont en œuvre depuis le 1er janvier ? Depuis le 1er janvier 2024. D'accord. Ok, très bien. Alors, le malus, il est durci, mais il est aussi étendu au poids des véhicules. Alors, en fait, le malus au poids, c'est un malus encore particulier, en plus du malus CO2, puisqu'il est applicable aux voitures particulières neuves qui font... depuis 2022, c'était 1,8 tonnes. Sauf que depuis le 1er janvier 2024, on est passé aux véhicules neufs de 1,6 tonnes. Donc, on a abaissé le seuil. On abaisse
faire rentrer plus de véhicules. Même principe que le malus CO2. Sachant que là, c'est par tous les kilos supérieurs à 1,6 tonnes, on paye un malus qui va de 10 à 30 euros par kilo supplémentaire. D'accord. Donc 10 euros à partir de 1,6 tonnes jusqu'à 30 euros, parce que ça a été un barème progressif du coup. Par kilo supplémentaire. Par kilo supplémentaire à partir de 2,1 tonnes. Voilà. Bien. Donc c'est chiffrer rapidement aussi. Ça peut chiffrer vite. Oui. Ok, donc pareil, il faut bien avoir ces seuils en tête. Enfin, toujours sur ce sujet, nous avons des abattements, c'est ça quand même, qui s'appliquent sur les véhicules hybrides, mais avec une liste de conditions dignes de notre administration fiscale. On s'accroche. Alors Lionel, en fait, il existait une exonération au malus au poids, donc total. Oui. Et en fait, justement, ça a été changé par 2 abattements. D'accord. Les abattements, c'est pas total. Donc, on voit bien aussi, ça durcit encore les mesures. Oui. Et étaient exonérés du malus au poids les véhicules hybrides rechargeables dont l'autonomie en ville était supérieure à 50 km. Ok. Avec l'abattement qui est applicable depuis le 1er janvier 2024, il y a 2 abattements. Il y en a un le 1er janvier 2024, c'est de 100 kg sur la masse en ordre de marche. Donc le fameux malus au poids qu'on vient de voir. Oui. Pour les véhicules qui ne fonctionnent pas exclusivement à l'électricité ou à l'hydrogène ou qui combinent les deux. Okay. Ou alors qui sont hybrides non rechargeables de l'extérieur, mais dont justement l'autonomie en ville est inférieure à 50 km. D'accord. Et il y a un autre abattement qui s'applique, lui, par contre, à partir du 1er janvier 2025. Une différence suivant les véhicules, l'abattement. Pour les véhicules hybrides rechargeables de l'extérieur, dont l'autonomie en ville est supérieure à 50 km. Celles qui bénéficiaient antérieurement de l'exonération. Ouais, là, c'est de 200 kg sur la masse du véhicule, dans la limite de 15% de cette masse. Alors, cette mesure, en fait, c'est pour ne pas pénaliser les moteurs hybrides, les motorisations hybrides qui sont structurellement plus lourdes. Et oui, bien sûr, j'ai bien compris. J'ai compris ça, j'ai pas retenu tous les chiffres, mais j'ai au moins compris le principe. C'est déjà ça. Pour les chiffres, reportez-vous à la slide qui vous a été diffusée. Alors, fiscalité des flottes auto toujours, avec cette fois des évolutions qui concernent des taxes, toujours, mais qui s'appliquent aux véhicules de tourisme. Et on démarre avec une nouvelle taxe annuelle sur les émissions de CO2. Enfin, ce n'est pas une nouvelle taxe, mais la taxe... Elle est renforcée, en effet, cette taxe, comme on a pu le voir déjà sur la précédente slide avec le malus. Elle est renforcée. De ce fait, les tarifs des barèmes WLTP, NEDC et les puissances administratives, donc c'est les normes de réception des véhicules, ces 3 normes, elles sont progressivement linéarisées à la hausse entre 2024 et 2027. Oui. Et il y avait une exonération qui était prévue de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 pour les véhicules hybrides qui combinaient 2 sources d'énergie et qui avaient un niveau d'émissions de CO2 limité. Oui. Comme pour précédemment, l'exonération qui est devenue un abattement, c'est la même chose. Plus d'exonération à partir du 1er janvier 2025, c'est un abattement pour les véhicules qui utilisent du superéthanol E85. Et cet abattement, il est de 40% des émissions de CO2, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre. Là, il n'y aura pas d'exonération. Il n'y aura pas d'abattement. Et pour la puissance administrative, concrètement, c'est en chevaux administratifs. Donc, ce sera de 2 chevaux administratifs, sauf lorsque cette dernière elle excédera 12 chevaux administratifs. Il n'y aura pas cet abattement. Trop cylindré, non. Voilà. Compris. Là encore, je n'ai pas retenu tous les chiffres, mais j'ai compris le... Il y a des entrées en vigueur différées, chiffres. Des seuils qui bougent dans tous les sens. Il faut se reporter précisément. C'est très créatif. Nos fiscalistes, c'est super. Alors, on continue avec un autre abattement sur la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme, avec là encore une magnifique liste de conditions, je crois. Exactement. Voilà. Alors, la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules, elle est remplacée par une taxe sur les émissions polluantes. Concrètement, on va se baser sur le fait que les véhicules... la catégorisation des véhicules critères pour savoir si les véhicules ont ou non cette taxe annuelle. Okay. Donc, pour les véhicules électriques ou qui sont à hydrogène ou qui combinent les deux, la taxe est nulle. C'est 0, ce qui est déjà le cas. En fait, la taxe sur l'ancienneté des véhicules ne concernait pas les véhicules électriques. Oui. Et pour les véhicules de catégorie 1, donc Euro 5 ou 6, elle sera de 100 €. Et pour les autres véhicules, elle passera à 500 €.
Voilà. Et on a le bonus écologique aussi, mais tu as eu l'occasion d'en parler, le fait que justement le bonus, c'est dans une précédente émission, que le bonus écologique pour l'acquisition de voitures particulières, il avait été supprimé pour les personnes morales et les administrations de l'État. Oui. Au profit potentiellement des particuliers, c'est ce qui est indiqué pour justifier cette suppression, sachant qu'il reste pour les camionnettes électriques ou hydrogène neufs. Mais pas pour les camionnettes. Mais pas pour les véhicules légers. Pas pour les véhicules légers, ouais. Parfait. On va réviser tout ça. Je vais m'y coller. Mais en tout cas, merci pour ce point réjouissant, Claire. Passons à celui non moins réjouissant des textes d'application qui sont récemment sortis et qui précisent les règles qui s'appliquent aux obligations de solarisation et de végétalisation des bureaux, des toitures et des parkings. On en parle régulièrement, évidemment, dans nos différents rendez-vous. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est aussi un sujet de préoccupation. Donc, on démarre tout de suite avec les parkings. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous rappeler les obligations ? Oui, donc c'est la loi Climat et Résilience qui avait mis en place ces obligations. Depuis le 1er janvier 2024, les parcs de stationnement extérieurs qui sont construits et qui font l'objet d'une rénovation lourde doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des dispositifs d'ombrage, soit par ombrière, photovoltaïque ou système de végétalisation. Et il faut aussi qu'ils aient un dispositif de gestion des eaux pluviales. Pas encore. Ouais, mais pas encore. Pluvial, c'est déjà pas mal. C'est pas mal de fluide déjà. C'est déjà pas mal. Oui. Donc, en effet, comme tu le disais en préambule, il y a plusieurs textes d'application qui ont été publiés au journal officiel en fin d'année et en mars, tout récemment. C'est ça. Donc le premier, le décret du 18 décembre 2023, il vient préciser justement les travaux de rénovation lourde qui vont déclencher cette obligation, parce qu'on attendait cette définition pour voir ce qui rentrait dans ces travaux. 2 arrêtés qui sont plutôt sur la toiture, sur le taux de couverture des toitures en végétalisation ou en panneaux photovoltaïques, ainsi que les conditions économiquement acceptables. Ouais. Et les exigences minimales, on parlait du substrat pour une végétalisation, c'est précisé par ces arrêtés. Ouais. Et enfin, l'arrêté du 5 mars 2024, il vient de détailler les contraintes techniques qui ne sont pas économiquement acceptables pour imposer l'installation d'ombrières sur les parkings, végétalisation. Ouais. Donc quand même, ça précise quand même pas mal de points. Oui, on attendait beaucoup de textes, et donc ça concerne bien les parcs de stationnement et les rénovations lourdes qui sont faites à partir du 1er janvier 2024, au niveau des autorisations d'urbanisme. Oui. Et pour les parkings, c'est ceux qui font l'objet ou la conclusion d'un renouvellement de contrat de concession de service public, d'une prestation de service ou d'un bail commercial à partir de cette même date du 1er janvier 2024. Très bien. Alors, concernant les toitures des bâtiments, beaucoup de précisions aussi ont été apportées à l'obligation de couverture en panneaux solaires ou en végétalisation. Là aussi, définition des travaux de rénovation lourde. Oui, pour les rénovations lourdes, on pouvait s'y attendre. Le code précise que c'est ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment. Là, pas de surprise. Pas de surprise. Comment ça se traduit pour le parc de stationnement ? Ça va être le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc. D'accord. Pour éviter tout contournement du dispositif, le code prévoit que s'il y a plusieurs travaux de renouvellement échelonnés sur une période de 15 ans, s'ils atteignent ces 50% du parc, ils seront soumis aux obligations de la loi Climat et Résilience. Sur 15 ans. Sur 15 ans, donc c'est assez important. Tout le monde va être concerné quasiment, non ? Ça dépend les travaux nécessaires, mais on ne peut pas échapper. Souvent, on refait quand même une bonne partie. Donc on ne peut pas échapper finalement. On ne peut pas échapper, ça reste relatif, puisqu'on verra après qu'il y a quelques cas d'exonération où justement quand c'est économiquement non acceptable, ça a été défini, d'autres cas. C'est vrai. Mais en tout cas, sur le principe, on ne pourra pas forcément échapper à cette obligation. Précision aussi sur le taux de couverture justement des toitures en panneaux solaires ou en végétalisation. C'est fixé depuis le 1er janvier 2024. Le taux de couverture doit être de 30%. Il sera de 40% au 1er juillet 2026 et de 50% à compter du 1er juillet 2027. Ça arrive assez vite quand même. Alors, juste 30% de la surface de la toiture doit être recouvert soit d'un dispositif de végétalisation et ou de photovoltaïque, puisqu'on peut mixer les deux.
40% à partir du 1er juillet 2026. 6, ok. Et 50% à partir du 1er juillet 2027. Très bien. Bref, bon, moi, c'est précis. Il y avait encore des pourcentages à avoir en tête. Super. Exceptions. Tu en parlais. Il y a des exceptions accordées à certains bâtiments, c'est ça? Il y a des exceptions accordées à certains bâtiments. Donc, quand il y a un coût d'installation disproportionné, alors ça, c'est vraiment défini à chaque cas, il y a une définition avec vraiment des chiffres en face. Le coût disproportionné, oui. Disproportionné, contraintes techniques architecturales, on sait, puis patrimonial, on en avait parlé aussi. Il y a des exonérations qui sont accordées aussi pour tout ce qui est stationnement extérieur. Le décret vient préciser ces exonérations en indiquant justement quand il y a des contraintes techniques liées à la nature du sol. En fait, la composition géologique ne le permet pas ou une inclinaison. Il y aura des exonérations qui pourront être accordées par le préfet. Je rajoute juste une petite précision concernant la couverture des toitures en panneaux photovoltaïques en végétalisation. Les caractéristiques minimales ont été indiquées dans les 2 arrêtés du 19 décembre 2023. Et ce n'est pas forcément les mêmes entre la France métropolitaine et l'outre-mer, parce que forcément, en termes de climat, il y a des contraintes différentes. Mais pour exemple, en France métropolitaine, pour les constructions neuves, l'épaisseur minimale du substrat, donc la végétalisation, c'est indiqué que c'est 10 cm. Et en rénovation, ce sera 8 cm. C'est un exemple de mesure qui est précisé dans ces arrêtés pour la végétalisation. Il y a aussi un peu des précisions qui sont données justement sur ce caractère excessif du coût des travaux. Tout à fait. Donc ça, c'est justement l'arrêté du 5 mars 2024 qui est venu indiquer la valeur de ce rapport, puisqu'en fait, le caractère excessif des travaux, il va être établi par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors taxe des travaux qu'on veut effectuer et soit le coût hors taxe des travaux de création de rénovation du parc, incluant la mise en œuvre de cette obligation hors contrainte technique particulière, ou soit sur le rapport avec la valeur vénale du parc au jour de la demande d'exonération. D'accord. Donc, c'est un calcul à faire. C'est un calcul à faire et l'arrêté est venu préciser que c'était non économiquement acceptable pour la création ou la rénovation lourde de parcs de stationnement lorsque ce rapport était de 15%. D'accord. Et pour la conclusion ou le renouvellement d'un contrat de bail d'un parc existant, c'est 10% la valeur de ce rapport. D'accord. En effet, il faut calculer et voir si on rentre dans les cas d'exonération, si c'est économiquement ou non acceptable. D'accord, donc il y a quand même, c'est assez précis là. Voilà, un calcul à faire, mais il y a quand même moyen d'avoir une exonération possible. Merci beaucoup Claire pour ce tour d'horizon de l'actu réglementaire. C'était un plaisir comme toujours. Alors je rappelle que tu es rédactrice en chef adjointe au sein des éditions Lefebvre Dalloz, qui édite entre autres le guide des services généraux et de l'environnement de travail. On le revoit à l'écran pour le plaisir. Voilà, notre émission Droit Devant, c'est fini. Merci Claire, à bientôt. Merci Lionel, à bientôt. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission Droit Devant sur votre chaîne A-News Workwell. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.